Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, une imagerie intelligente pour détecter et traiter les métastases. C'est le résultat de mois et de mois de recherche pour l'Institut Curie. À la tête du projet, Irène Buvat, directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie. Elle nous dira tout dans quelques instants de cette IA capable de cartographier les cellules associées aux différents cancers. Les startups de la tech bousculent depuis quelques années maintenant le secteur de l'agriculture. Mais pourquoi lui séduit-il de plus en plus les jeunes entrepreneurs français? Réponse tout à l'heure avec un investisseur et une entreprise, tous les deux acteurs du monde agricole. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous Startup avec Marwan Elfites, responsable des programmes Startup à la Station F. Focus aujourd'hui sur un programme d'accompagnement 100% en ligne destiné à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévry, elle nous présentera un robot qui marche, oui, mais qui vole aussi à la manière d'un drone, une double compétence qui a ses avantages, vous verrez. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. L'intelligence artificielle capable de diagnostiquer un cancer, c'est la question que nous allons poser à notre invité. C'est l'objet de ses recherches et c'est d'ailleurs peut-être déjà le cas. Irène Buvat, directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie à l'Institut Curie et directrice de recherche au CNRS, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Vous travaillez donc sur une nouvelle imagerie et algorithme capable de repérer et de cartographier les cellules associées au cancer du sein, notamment et à leur métastase. Irène Buvat, première question. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui dans le processus lié au diagnostic du cancer? Est-ce qu'on manque d'informations? Est-ce qu'on a du mal à faire le tri? Expliquez-nous. Alors oui, on détecte actuellement la tumeur primaire par des techniques d'imagerie conventionnelles comme le scanner et aussi par des techniques d'imagerie moléculaire, et c'est l'objet de mes recherches, ce qu'on appelle le TEP-scan, qui est réalisé dans des services de médecine nucléaire. Donc TEP-scan, ça veut dire tomographie par émission de positons, couplée au scanner. Cette modalité d'imagerie permet de voir l'activité des cellules tumorales, et non pas seulement leur présence, mais le fait que ces cellules ont une consommation exacerbée de sucre. Donc, pour réaliser ces examens, on injecte au patient un radiopharmaceutique qui est un sucre modifié qu'on va être capable de détecter par une machine. Et en cartographiant les cellules qui consomment du sucre dans l'organisme, on est capable de repérer les cellules cancéreuses qui ont une consommation excessive de sucre. Cependant, on a des organes tels que le cerveau qui consomment aussi du sucre de façon naturelle. Il n'y a rien de pathologique à cette consommation. Donc ce sur quoi on travaille, c'est l'utilisation d'une nouvelle molécule qui, elle, va permettre de cibler uniquement le micro-environnement tumoral qui n'est présent qu'autour des cellules cancéreuses et non plus dans les organes sains tels que le cerveau. C'est la raison pour laquelle on pense qu'avec ce nouveau radiopharmaceutique, on va pouvoir détecter en particulier des métastases cérébrales qui échappent actuellement parfois à la détection par des méthodes d'imagerie plus conventionnelles. Donc à quelle technologie exactement, expliquez-nous, font appel ces travaux de recherche sur lesquels vous travaillez actuellement? Je parlais d'intelligence artificielle. Il y a d'autres choses aussi, Irène Buvat? Alors c'est une approche extrêmement multidisciplinaire. Les radiopharmaceutiques sont développés par des chimistes en collaboration avec des biologistes qui identifient les cibles qu'il faut chercher à cartographier dans l'organisme. Ensuite, on utilise des machines assez complexes pour détecter le signal émis par ces radiopharmaceutiques. Donc ça, c'est de la physique. Et ensuite, on doit analyser les images. Donc là, on travaille avec des physiciens, des ingénieurs et aussi des spécialistes en sciences des données pour faire précisément usage de l'intelligence artificielle et exploiter au mieux les images que l'on obtient.
Irène Buvat, vos travaux portent sur l'imagerie intelligente. Vous nous le disiez, donc autour des cellules cancéreuses. Comment ça marche dans le cas des métastases? C'est différent? Il ne faut pas confondre cellules cancéreuses, métastases? Alors, le cancer comporte généralement une tumeur primaire qui peut disséminer dans l'organisme. Donc cette tumeur primaire comporte des cellules cancéreuses et ce qu'on appelle un micro-environnement, c'est-à-dire le tissu, les cellules de soutien dans lesquelles les cellules tumorales poussent. Suivant la composition de ce micro-environnement, les cellules tumorales vont avoir tendance ou pas à disséminer. Et si elles disséminent, elles vont créer des métastases à distance qu'il est extrêmement important de détecter pour déterminer quelle doit être la prise en charge thérapeutique du patient ou de la patiente. Donc on est sur de la prévention même, Irène Buvat? Non, on est sur ce qu'on appelle le bilan d'extension de la maladie. Quand on détecte le cancer, la première chose à faire, c'est savoir s'il est toujours localisé ou si la maladie a déjà disséminé dans les ganglions ou créé des métastases à distance. Parce que la prise en charge thérapeutique va complètement dépendre de ce bilan d'extension. Si le cancer est toujours localisé, souvent on peut intervenir chirurgicalement pour enlever la tumeur. Si la maladie est disséminée et s'il y a beaucoup de métastases, on ne peut plus enlever toutes les métastases chirurgicalement. Donc il va falloir adopter une chimiothérapie, une immunothérapie, d'autres techniques de traitement. D'où l'importance de préciser dès la détection du cancer quelle est sa dissémination ou est-ce qu'il est encore localisé. Irène Buvat, on a parlé du cancer du sein. À terme, cette technologie sera-t-elle ou pourrait-elle être efficiente sur tous les cancers? Oui. Oui. Les méthodes qu'on développe ne sont pas spécifiques au cancer du sein. En particulier, cette molécule qu'on souhaite utiliser pour cartographier le micro-environnement tumoral fonctionne pour tous les cancers, en fait. Elle a été montrée comme étant également efficace dans le cancer du poumon, dans le cancer du pancréas. Donc, elle fonctionne pour de nombreux cancers. Donc, toutes les recherches qu'on réalise pourront servir la prise en charge de différents cancers. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, nous exposer, est-ce qu'on peut parler de petites révolutions quand même dans le domaine de l'imagerie moléculaire? Oui, parce qu'actuellement, la très grande majorité, plus de 90% des examens TEP-scan réalisés pour l'imagerie du cancer le sont avec cet analogue du glucose, donc qui s'appelle le FDG, qui permet de voir les cellules tumorales. Et la nouvelle molécule qu'on souhaite examiner s'annonce comme un concurrent potentiel de ce FDG, ou à minima, comme une molécule qui va être complémentaire de l'examen classique réalisé au FDG pour fournir d'autres informations extrêmement importantes pour stratifier les patients, c'est-à-dire savoir à quel groupe ils appartiennent et pouvoir personnaliser leur prise en charge. Irène Buvat, détecter, cartographier, ça veut forcément dire soigner? La cartographie est indispensable pour déterminer quel va être le traitement le plus adapté à chaque patient. En outre, ces molécules qu'on utilise en imagerie moléculaire sont actuellement attachées à un isotope radioactif qui permet de les détecter par des dispositifs externes, donc c'est totalement non invasif, mais on peut aussi lier à la molécule un agent qui va détruire les cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle les approches théranostiques qui permettent, avec la même molécule, de localiser les cellules cancéreuses ou le micro-environnement tumoral. Et en changeant juste l'atome qu'on va associer à la molécule, on va pouvoir ensuite aller tuer les cellules cancéreuses localement, après avoir déterminé précisément où est-ce que notre molécule va aller se fixer dans l'organisme, pour être sûr qu'on ne va pas endommager des tissus sains, par exemple. Dernière question, Irène Buvat. Est-ce qu'on a déjà testé tous ces travaux de recherche sur lesquels vous travaillez en France? Où en est-on du développement de ces technologies? Alors, la molécule sur laquelle on
porte notre projet de recherche n'a pas encore été employée en France. Elle a été développée en Allemagne et notre objectif, c'est à l'Institut Curie de réaliser cette première étude chez des patientes atteintes de cancer du sein, du potentiel de cette molécule pour aider à la personnalisation du traitement de chaque patiente. Sur le cancer du sein, je n'ai pas précisé d'ailleurs, Irène Buvat, que vous avez été lauréate du prix Ruban Rose Avenir 2021. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir présenté ces travaux de recherche. Je le rappelle, vous êtes donc directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie à l'Institut Curie et également directrice de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur le secteur agricole et l'écosystème des startups qui l'entourent. L'agriculture, un terrain fertile pour les start-up. Ces dernières années, l'appétence des agriculteurs pour les nouvelles technologies est allée de pair avec l'émergence d'une offre bouillonnante émanant des start-up, prêtes à mettre le progrès du numérique et l'innovation au service d'une agriculture durable et rentable. Pourquoi ce secteur agricole est-il terre d'opportunités pour les start-up françaises? Comment améliorer davantage le développement de cet écosystème? Réponse aujourd'hui avec nos deux invités. Paolin Pasco, cofondateur et président d'Agriconomie, plateforme de vente en ligne entièrement dédiée aux approvisionnements agricoles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech, Paolin Pasco. Mathieu Carbillet, directeur adjoint d'AgriFrance, BNP Paribas Property. Votre cœur de métier, évidemment, on l'entend, c'est l'investissement dans les exploitations agricoles. Bonjour Mathieu Carbillet. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Paolin Pasco, première question. Comment expliquer cet intérêt réciproque plutôt récent entre les startups et le secteur agricole? Je pense que en premier lieu, c'est l'arrivée d'Internet dans les communes rurales et à travers la France qui a permis à bon nombre de sociétés de créer des modèles et aux agriculteurs de les trouver directement en ligne. On a vu une vraie transition digitale arriver en France et tout un tas de facteurs qui fait que la France est un terreau d'innovation agricole. On a des exploitations qui sont parmi les plus propres au monde, qui sont très développées, très connectées. Ensuite, on a de très bons ingénieurs, de très bons matheux, de très bons développeurs informatiques. Donc tout ça, ça fait un parfait, et de parfaits très grands agronomes. Donc ça fait un parfait mélange pour créer des belles innovations à destination des agriculteurs et de toute la filière agricole au sens large. Qu'est-ce qu'elles apportent concrètement comme innovation aujourd'hui, ces startups au secteur, et pour quelles applications? Est-ce qu'on a quelques exemples? Alors on a beaucoup d'applications, ça peut être dans la robotique, ça peut être dans les plateformes, dans le changement de modèle avec des sites internet qui permettent de faire de la vente en direct, des circuits courts, etc. Donc on a bon nombre d'innovations qui permettent aux agriculteurs d'être plus performants économiquement, de mieux répondre aux enjeux environnementaux qui sont face à nous. Et puis l'idée aussi, c'est de permettre aux agriculteurs d'être plus performants économiquement. C'est un enjeu très important si on souhaite garder une vraie diversité des agricultures, parce que l'agriculture reste le terreau de l'économie française. Mathieu Carbillet, c'est un secteur qui a toujours été à la pointe de la technologie, l'agriculture, qui a toujours innové. Oui. Moi, je dirais qu'en fait, justement, la tech s'intéresse à l'agriculture, mais l'agriculture s'est toujours intéressée à la technologie et à la technique. C'est un des secteurs qui a toujours été innovant, notamment parce qu'effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu nourrir la France. Et l'objectif, c'était effectivement d'augmenter la productivité et d'augmenter la technicité. Ça n'a pu se faire que par les énergies fossiles. Et malheureusement, maintenant, en fait, on est obligé de revenir vers quelque chose qui soit beaucoup plus axé sur la sobriété. Et cette sobriété implique effectivement qu'on aille vers des technologies qui aident les agriculteurs à prendre des décisions. Et notamment, je pense qu'un des éléments, c'est l'arrivée de la donnée. C'est la capacité qu'ont les nouvelles tech à traiter la donnée pour accompagner les agriculteurs dans leur prise de décision, pour les aider justement à être plus sobres, plus efficaces et à travailler sur des nouvelles applications, qui est important. Paolin Pasco, oui, vous vouliez réagir? Bien sûr, rebondissez. 100% d'accord avec ce que vous dites. Le métier d'agriculteur, c'est un métier d'entrepreneur avec un métier très complexe où on va chercher de la donnée un peu partout. Donc la donnée de chez nous, mais aussi on a besoin de la donnée extérieure qui vient des cours et marchés, du prix du gaz, de l'euro-dollar, etc. Donc on a besoin pour piloter sa ferme d'un maximum de données. Et en fait, ce qu'apportent les startups et le digital notamment, c'est un accès plus simple à toutes ces données qui permettent aux agriculteurs de prendre de meilleures décisions. Parce que le métier d'entrepreneur, mais d'agriculteur, c'est de prendre un maximum de bonnes décisions. Et toutes ces données leur permettent d'avoir en poche
tous les indicateurs qui leur permettent de prendre des décisions plus vite et des décisions meilleures pour leur exploitation. Pour qu'on ait une idée un peu de cet écosystème, combien sont-elles ces startups aujourd'hui en France qui travaillent dans ce secteur de l'agriculture? Elles sont nombreuses? Alors aujourd'hui, on a à peu près 500 startups agtech, donc agricoles, en France. En 2016, on en avait une centaine. Donc on voit qu'on a une vraie explosion avec une vraie dynamique. Beaucoup de jeunes entrepreneurs et de moins jeunes qui s'attellent à tous les défis que nous avons en face de nous dans le secteur agricole et qui sont nombreux. Mathieu Kerbiet, oui, on le voit dans les chiffres, les jeunes entrepreneurs français s'intéressent de plus en plus à ce secteur. Oui, en fait, on constate que, déjà, ne serait-ce que quand on regarde le marché global de l'investissement dans les startups, on voit qu'effectivement, au niveau agricole, selon les estimations, il y aura à peu près entre 11 et 15 milliards d'euros qui seraient levés, qui ont été levés en 2020, et avec une évolution d'à peu près 10% tous les ans. Donc on voit vraiment qu'il y a une volonté des nouveaux investisseurs. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que Jack Ma, par exemple, s'intéressait notamment aux nouvelles technologies agricoles françaises. Donc on voit qu'il y a effectivement un marché qui intéresse les investisseurs, et comme en ce moment, en fait, il y a quand même un certain nombre de liquidités qui sont disponibles, on peut constater effectivement que ces innovations intéressent énormément les fonds d'investissement et les marchés. Et sur ces montants globaux levés pour le secteur agricole, on a à peu près 560 millions qui ont été levés en France par des startups, notamment d'une association qui s'appelle La Ferme Digitale et qui fédère la majorité des startups du secteur agricole. Et on voit qu'on est encore assez loin en France de ce que peuvent investir les investisseurs dans les startups aux États-Unis, en Israël, en Chine. On a quand même la 5e place en termes de montants levés pour nos startups agricoles. Mais si on veut continuer à répondre aux enjeux et avoir des technologies qui s'exportent pour éviter d'importer totalement les solutions américaines, chinoises, israéliennes, canadiennes, etc., il faut qu'on apporte encore plus de fonds aux startups françaises pour qu'elles puissent devenir maîtres de leur technologie ici, mais aussi créer de la valeur pour les écosystèmes agricoles à travers le monde. C'est la seule solution pour garder, ce qu'on évoquait juste avant, une vraie souveraineté de la data agricole, qui sera un enjeu primordial dans les années à venir. Mathieu Kerbiet, on l'entend, l'agriculture, peut-être même comme la santé, ce ne sont pas des domaines, des secteurs comme les autres. Il y a un enjeu de souveraineté alimentaire. Comment les startups appréhendent justement ce secteur? Est-ce qu'il y a une responsabilité peut-être qui leur incombe en se disant on n'entre pas dans ce secteur comme on entrerait dans n'importe quel autre secteur? Oui, alors je dirais aussi que, en fait, on a parlé de jeunes et de moins jeunes qui investissent, mais souvent ce sont quand même des jeunes avec une conscience de la nécessité d'avoir une approche un peu plus environnementale, d'avoir une approche un peu plus sobre. Et donc, du coup, en fait, ils apportent leur pierre à l'édifice. Et surtout, actuellement, ils sont soutenus par les États, puisqu'on voit qu'il y a eu un changement aussi de paradigme. On voit que la French Tech est très présente, mais l'État investit dans des startups, crée des startups. Au sein de l'INRA, par exemple, il y a à peu près 200 startups qui ont été créées au fil des dernières années. Et on voit que dans les différents pays, en fait, il y a cette question de la sécurité alimentaire qui se repose depuis qu'on a vécu la crise de la Covid. Et on voit des États comme Singapour qui investissent notamment, par exemple, dans des fermes, ça y est, des fermes urbaines, des fermes... Oui, des fermes urbaines, des fermes verticales. Voilà, ça y est, merci beaucoup. et qui permettent, en fait, effectivement, qui ont bien conscience que sur des petits territoires comme les leurs, ils ne peuvent pas développer des agricultures comme celles que nous, on est en capacité de développer, et qui donc vont chercher des marges de progrès ou des possibilités d'évolution. L'Islande, par exemple, s'est dit qu'elle devait se sécuriser, sauf qu'à l'extérieur, c'est très difficile de faire pousser des cultures. Donc, ils ont travaillé sur leurs énergies, et en fait, en utilisant les gaz et les vapeurs qui sont générés par la géothermie, ils ont pu commencer à être autonomes au niveau alimentaire sur à peu près 30%. Donc ça a réduit de 30% leurs importations, ça réduit leur bilan carbone, ça a un impact très positif. Oui, d'ailleurs, Mathieu Kerbiet, c'est ce que vous nous dites, dans une majorité d'innovations aujourd'hui, ou de technologies, l'enjeu environnemental ressort très clairement. Quelle place tient-il, là, plutôt sur la partie financement, dans les critères de financement du point de vue de celui qui investit ?
Alors, on constate que les investisseurs sont de plus en plus soucieux, notamment des critères sociaux et environnementaux, et aussi d'investir dans des secteurs décarbonés. L'agriculture n'est pas, pour l'instant, réputée comme étant un secteur décarboné, puisqu'elle produit à peu près 14% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, toute technologie qui est capable, en fait, de participer à la réduction de ces émissions est la bienvenue. Et c'est un des critères que regardent les investisseurs quand ils travaillent avec des startups, puisqu'en fait, ils ont tendance à privilégier des technologies qui vont essayer d'améliorer les choses. Par exemple, on sait que les ruminants ont une production de méthane qui est très importante. Et la question qui se pose, c'est comment réduire ces émissions au niveau des ruminants. Alors, bien évidemment, on peut réduire la population de bovins. C'est un des premiers pas. Mais on peut aussi travailler sur leur alimentation. Et on s'est rendu compte qu'en introduisant des algues dans l'alimentation de ces animaux, ça réduisait énormément leur flatulence, et ce sont les flatulences qui émettent du méthane. Et donc, on se rend compte qu'on peut éventuellement avoir un impact. La question ensuite, c'est que ces startups doivent travailler sur quel est le pourcentage qu'on introduit dans la ration alimentaire, etc. Donc, on voit très bien que les investisseurs ensuite sont soucieux de ce type de technologie. Et ces sujets-là sont extrêmement importants. On en a d'autres, hein. Mais on sait très bien que l'humanité a plusieurs défis face à elle, notamment celui qu'on évoque, la réduction du carbone avec tous les enjeux climatiques. Les agriculteurs vont avoir un rôle dominant sur ce sujet-là. On a les enjeux de comment allons-nous nourrir la population mondiale et plus sainement. Là aussi, les agriculteurs jouent un rôle. Comment nous allons diversifier les sources d'énergie avec une énergie plus verte. Les agriculteurs aussi ont un rôle à jouer sur ce sujet-là. Donc on voit que les agriculteurs font partie de l'équation de résolution de tous ces sujets-là. Et si on reprend l'histoire de l'agriculture, les agriculteurs ont toujours réussi à passer les différentes transitions. Donc on peut dire que là, en face de ces urgences que nous avons, les agriculteurs seront les héros du XXIe siècle. Beaucoup de choses vont, grâce à leur travail, se résoudre. Mathieu Kerbillet, on l'a vu, les startups innovent, mais une question peut-être qu'on peut se poser aussi, est-ce que les agriculteurs, eux, ont les moyens pour des fois des investissements qui peuvent être assez lourds, assez coûteux ? Alors, tout dépend effectivement des technologies qui leur sont proposées, mais les États sont quand même très présents. L'agriculture est quand même une agriculture qui est extrêmement subventionnée, notamment en Europe et aux États-Unis. Et donc, en fait, après, c'est une question de fléchage des primes et des investissements qu'on peut leur proposer pour les accompagner, pour évoluer. C'est un petit peu comme en matière de rénovation thermique. Si on vous donne les bonnes aides, vous allez plus facilement changer vos fenêtres. C'est pareil pour un agriculteur. Si on lui propose la bonne technologie et qu'ensuite on est capable aussi de lui apporter les financements qui lui permettent effectivement de sauter le pas beaucoup plus facilement, ils seront beaucoup plus motivés et ça les aidera sur ce sujet. Donc il faut une volonté politique, sur cette question aussi, Paulin Pasco. Clairement, le financement est un sujet très important pour toutes ces transitions, mais on a aussi le sujet de formation. Comment est-ce que nous allons former les nouvelles générations d'agriculteurs et d'agricultrices à utiliser tous les nouveaux modèles qui sont en cours de création, toutes les nouvelles technologies qui vont être à portée de main. Donc on a l'enjeu financier qui est extrêmement important, l'enjeu d'éducation et de formation, mais on a aussi un enjeu de formation de la population, des consommateurs, parce que les agriculteurs sont partie prenante, mais les consommateurs aussi, parce que quand on va au supermarché et qu'on fait notre choix d'achat, on a aussi un impact très fort sur la pierre qu'on apporte à la transformation agricole. Donc les consommateurs ont aussi un rôle à jouer, et un rôle extrêmement important. Mathieu Kerbillet, oui, le consommateur est déjà un acteur clé finalement du financement de ces startups ou en tout cas de ces agriculteurs. Alors, tout à fait, parce qu'à la fois il choisit les produits sur lesquels il va se positionner. Il peut aussi être investisseur, d'ailleurs, par ailleurs, puisqu'un consommateur peut aussi avoir un impact sur ces deux aspects. Et par contre, il faut être capable aussi de lui proposer les produits, parce que la problématique aussi qu'ont certains agriculteurs, notamment, par exemple, quand ils produisent des produits à forte valeur ajoutée, c'est d'être capable de les mettre en valeur. Donc, en fait, la technologie peut aussi les aider pour, au niveau logistique, être capable de faire des propositions, pour avoir des sites sur lesquels pouvoir acheter et pouvoir rapprocher le consommateur et l'agriculteur. Et donc, en fait, le consommateur, il a un impact, mais il doit aussi être aidé. Et c'est vrai que c'est l'intérêt des nouvelles technologies actuellement, c'est qu'elles permettent de raccourcir les chemins, de limiter les intermédiaires. Et en limitant les intermédiaires, évidemment, d'augmenter la marge des agriculteurs, ce qui est quand même le point le plus important, qui leur permet de vivre plus décemment. Et donc, potentiellement aussi, d'avoir plus de moyens pour pouvoir réinvestir dans des nouvelles technologies, pour pouvoir évoluer et être plus vertueux.
Donc il y a un impact effectivement des consommateurs. Paulin Pasco, on a compris, c'est un écosystème avec beaucoup d'acteurs, privés, publics, grands groupes, start-up, agriculteurs, consommateurs. Comment favoriser aujourd'hui la bonne collaboration de tous ces acteurs dans cet écosystème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus la bonne mise en relation entre tous ces acteurs? Comme toujours, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens échangent, il faut que les gens créent, discutent. Donc on a, avec une association qui s'appelle La Ferme Digitale, eu l'idée et l'envie de créer cet écosystème où tous les acteurs de l'innovation agricole vont se retrouver. Et l'innovation agricole, ou l'innovation au sens large, c'est pas que les startups, c'est pas que les jeunes aux cheveux longs, c'est aussi les intrapreneurs chez les corporates, c'est aussi les formations, les banquiers, etc. C'est tout un écosystème qu'on doit créer. Et là, on voit que le gouvernement a accéléré assez fort en créant la French Agritech avec la ferme digitale. Donc l'idée, c'est vraiment de faire grossir cet écosystème, de favoriser les échanges entre toutes les parties prenantes, parce que si on veut réussir ce grand défi que nous avons face à nous, et que passer les transitions agricoles de la meilleure des manières, il va falloir que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde avance ensemble. Du consommateur à l'agriculteur, de l'investisseur au banquier, du corporate à la coopérative, etc. On a besoin de tous avancer ensemble et on sent que cette dynamique est en train de prendre. Et pour ça, on a aussi besoin de beaucoup plus de financement de cet écosystème. Mathieu Kerbiet, de quelle manière vous communiquez, vous tissez un lien avec tous ces acteurs de l'écosystème pour établir, comprendre leurs besoins, s'adapter Comment vous rentrez en relation avec eux? Alors on a créé en fait au sein de BNP Paribas un certain nombre de laboratoires, entre guillemets, les fameux labs. Et surtout l'objectif effectivement c'est d'être capable de les accompagner notamment dans le développement de leurs entreprises. Donc BNP Paribas a créé par exemple un programme qui s'appelle We Are Innovation, qui est promu par BDDF et qui accompagne justement en fait ces jeunes entrepreneurs dans la mise en œuvre effective de comment pitcher auprès de business angels, comment aller défendre son projet pour se financer, et puis qui accompagne aussi financièrement le développement de ces entreprises de manière à la fois philanthropique et aussi tout à fait pragmatique, puisque bien évidemment, les startups d'aujourd'hui seront peut-être nos grands clients de demain. Vous parliez tout à l'heure de la French Agritech. Dans le cadre du plan France 2030, Emmanuel Macron a également annoncé un investissement de 2 milliards d'euros pour l'agriculture dans le numérique, la robotique et la génétique. Comment vous regardez ces annonces, Paulin Pasco? C'est une très belle annonce. Oui. Plus on a, ça montre et ça crée le chemin pour les investisseurs privés. Si l'État abonde à hauteur de 2 milliards d'euros, on peut penser que les acteurs privés vont aussi accélérer leurs investissements sur tous ces sujets. Mais si on compare un petit peu aux investissements qui sont faits aux États-Unis notamment, on se rend compte qu'on a encore un peu de chemin. Mais c'est, je pense, une très bonne initiative du gouvernement que de montrer le chemin sur l'investissement dans le secteur, parce qu'on en a besoin. On a besoin de créer l'agriculture de demain avec les agriculteurs, et ça coûte de l'argent. Mathieu Kerbiet, qu'est-ce que peut inspirer, oui, c'est ça, ce boost, cette manne financière qui est mise sur la table pour l'agriculture? Qu'est-ce que ça peut créer chez l'investisseur? Une confiance encore plus dans ce domaine? Une confiance, une direction. Puisqu'en fait, c'est vrai que quand on voit effectivement un État qui décide de prendre une direction claire et ferme, c'est toujours positif pour les investisseurs qui regardaient déjà d'un œil intéressé les technologies qui sont mises en place. Et ça leur permet de voir aussi vers quel type de technologie en fait, l'État souhaite s'orienter. Puisqu'évidemment, le monde des startups qui s'intéressent à l'agriculture est extrêmement vaste. Ça va de la biotechnologie, en passant par la logistique, jusqu'à la renaturation des sols et le travail sur la captation du carbone. Donc on a vraiment un espace qui est très large, et peut-être que le fait que les États définissent des stratégies à l'intérieur de cet espace permettra aussi aux investisseurs de pouvoir cibler leurs investissements en se disant, bon ben voilà, l'État croit en ces directions-là, je vais investir plutôt dans ces directions-là, plutôt que dans d'autres sujets qui finalement peut-être intéressent moins. Paulin Pasco parlait des États-Unis. On a compris peut-être sur les technologies et les innovations, la France n'a rien à envier aux autres pays. Peut-être sur la question du financement, c'est là où on peut progresser, Paulin Pasco, c'est ce que vous dites? On a des vrais sujets de progression sur la partie financement et aussi, je pense, dans la création de partenariats entre les grands groupes du secteur agricole et les startups. Je pense que les grandes innovations de demain seront co-créées, ou en tous les cas partageront des actifs créés par des startups et créés par des grands groupes.
Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à accélérer toutes les transitions qu'on a face à nous et créer des vrais produits qu'on pourra ensuite exporter à l'échelle européenne et pourquoi pas mondiale. Mathieu Kerbiat, oui, comment se place la France vis-à-vis de ses concurrents européens ou même américains sur cette question ? Alors, la France a toujours été extrêmement bien positionnée au niveau agricole. C'est quand même une des premières nations agricoles et ça ne s'est pas fait tout seul, puisqu'on a quand même un petit territoire proportionnellement en matière de surface. Par contre, on a été capable de combiner à la fois une bonne productivité et, effectivement, Paulin le disait tout à l'heure, des ingénieurs de qualité, des structures de qualité, des réseaux de transport de qualité. Et donc, en fait, la France a toujours été dans cette logique d'évolution perpétuelle et, en fait, elle reste leader dans ces réflexions. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a peut-être encore un petit décalage entre les coopératives, les grandes structures agricoles qui investissent depuis des années, qui sont positionnées depuis des années sur ces sujets, qui regardent d'un œil un petit peu sceptique pour l'instant encore le monde de la tech et des startups qui investissent dans ces sujets-là. Et effectivement, un meilleur dialogue et une meilleure coopération permettra sûrement d'accélérer en fait les processus et de permettre une meilleure mise en œuvre de tout ça. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre aujourd'hui sur le plateau de Smartech. Paulin Pasco, je le rappelle, vous êtes cofondateur et président d'Agriconomie. Mathieu Kerbiat, directeur adjoint d'AgriFrance et BNP Paribas Proprety. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une courte pause, nous, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smartech. À tout de suite. De retour dans Smartech, merci à tous de nous suivre en direct. Marouane Elfites, responsable des programmes start-up de Station F, nous a rejoint. Bonjour Marouane. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Smartech. Focus aujourd'hui sur Launch by Station F, un programme d'accompagnement 100% en ligne destiné à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous allez tout nous expliquer de ce programme d'accompagnement. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel pour nos téléspectateurs de ce que vous faites exactement à la Station F ? Oui, ça fait 4 ans et demi qu'on a lancé Station F. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille dessus, voire même plusieurs années. Mais 4 ans et demi qu'on travaille sur Station F. Et l'enjeu qu'on a depuis le premier jour, c'est comment on offre les meilleures ressources business et de réseau à des startups qui sont en amorçage. Elles viennent de se constituer, elles ont un prototype. Elles sont entre la première levée, les premiers niveaux de financement. Et donc à Station F, toutes les ressources qu'on propose sont vraiment à ce niveau de maturité, entre le pré-seed, comme on dit, et la série A. Donc on a une trentaine de programmes, on a des bureaux de mentorat avec notamment des CAFA et des entreprises françaises comme OVH qui accompagnent au quotidien les startups de Station F. On a aussi la présence de l'État avec la French Tech. Donc ça fait partie de ces ressources qu'on met à disposition pour une startup, lorsqu'elle arrive. En général, vous savez, ils arrivent à peu près à 2 ou 3 personnes. Et pour qu'ils puissent partir dans les meilleures conditions, aller autour de 15-20 personnes. Donc c'est vraiment ce qu'on fait depuis 4 ans et demi. On a accompagné jusque-là, on a fait le décompte, près de 3800 startups qui sont passées par au moins un des 30 programmes de Station F, programme partenaire ou programme maison. L'année dernière, juste pour donner un chiffre un peu pour montrer l'état de l'écosystème, les startups de Station F et ses alumni ont levé à peu près 450 millions d'euros en 2020, donc la somme des levées de fonds. Donc c'est assez colossal. Donc on a vu ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore au-delà de ces niveaux de maturité ? On a vu qu'il y avait un gap, et le gap, c'est notamment avant le pré-amorçage, avant la constitution de la start-up. Donc encore plus en amont. Plus en amont. Okay. Et là, il y a une vraie tendance forcément dans l'écosystème, de la part des fonds d'investissement et des programmes d'accompagnement, de regarder vraiment en amont les talents qui sont prêts à se lancer, mais qui n'ont pas forcément de structure en face pour les accompagner. Et quand vous prenez Station F, finalement, on accompagne énormément de startups, mais il y a un taux de sélection de 9%. Sur les 30 programmes, pour arriver, je dois passer par un processus de sélection, donc quid des 91%. Pour l'instant, nous, on leur adresse des événements publics, mais on leur propose pas forcément des ressources assez particulières. Donc parlez-nous de ce nouveau programme alors que vous proposez à la Station F, Launch by Station F, c'est comme ça que ça s'appelle ? Voilà, donc il y a tout dans le titre, le lancement. En fait, l'idée, c'est comment j'arrive à accompagner des personnes qui ne sont pas au niveau encore du prototype, qui ne sont pas forcément encore entrepreneurs, mais qui se disent pourquoi pas, et surtout comment j'arrive à accompagner des personnes qui ne sont pas dans les réseaux traditionnels, universitaires, les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Et donc, Launch, c'est une plateforme qui est 100% en ligne, qui est lancée depuis 2 semaines déjà. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme, vous allez accéder à un ensemble de ressources. L'idée, c'est de pouvoir attirer pas mal de profils, des personnes qui sont déjà en poste, des personnes qui sont étudiantes, des personnes qui ont un peu un profil atypique, qui sortent des réseaux traditionnels de la Startup Nation, comme on arrive à les attirer. Et vous allez retrouver un ensemble de ressources. Donc, c'est aussi, il y a une notion d'engagement. Vous devez dépenser 10 € par mois pour y accéder. Donc, c'est par mois. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et vous allez accéder à différentes choses. Tout d'abord, un mix entre des notions business théoriques,
parce que il y a tout un jargon à connaître, le monde de la start-up. Quand je vous dis MRR, SaaS, churn, repeat, voilà. Il y a pas mal. Moi, je les connais pas, tous ces Pas mal de noms assez barbares. L'idée, c'est d'aller sur la plateforme et de pouvoir comprendre le jargon derrière. Puis vous allez avoir des cas pratiques. On veut que vous puissiez dépasser les cours et vous lancer. Et donc, notamment, on va retrouver un ensemble de modules, une dizaine de modules, des cours vidéo simplement, portés par des entrepreneurs iconiques de l'écosystème, des entrepreneurs aussi de Station F, qui sont déjà assez avancés, qui ont coché pas mal de cases, des investisseurs, et aussi ce qu'on appelle des VP, donc des directeurs ou directrices produits commerciaux de grandes startups, des scale-up notamment. Donc, c'est divisé en 10 modules. Vous allez avoir, par exemple, des modules sur l'acquisition client. Comment je fais pour avoir des utilisateurs, par quel canal d'acquisition, comment je fais pour qu'ils restent sur ma plateforme. Donc cette notion de repeat notamment. C'est une véritable formation en fait que vous proposez plus qu'une plateforme. Il y a ces notions de plateforme parce qu'il y a forcément ces cours-là sur différentes thématiques et puis vous allez avoir aussi une notion de communauté. Pas mal de personnes viennent nous voir en disant j'ai envie de me lancer, mais où est-ce que je peux trouver un associé potentiel ou des talents potentiels autour de moi. Vous allez pouvoir accéder à un Slack, vous allez pouvoir accéder à un directory, vous allez pouvoir voir les compétences des différentes personnes qui sont au même état d'avancement que vous. Vous allez pouvoir voir aussi les personnes qui cherchent finalement des associés et donc rentrer en relation et pouvoir échanger là-dessus. Vous allez avoir aussi un ensemble d'outils. Après chaque cours, on vous propose des outils qu'on a aussi négociés pour vous. Des outils software, notamment comment créer ma présence en ligne. Vous allez avoir à la fin des outils comme Bubble.io, qui est l'un des outils no-code phares aujourd'hui dans l'écosystème, fondé notamment par un Français, c'est une startup américaine. Vous allez pouvoir créer sans capacité de code votre premier site web, votre première application de manière assez simple. Vous allez avoir aussi des outils sur comment je travaille en collaboration. Avec Notion notamment, qui est un super outil, une sorte de bloc-notes connecté. Vous allez pouvoir partager des notes avec différents collaborateurs. Asana pour gérer vos différents projets, le rétro-planning. Donc pas mal d'outils qu'on vous donne pour vous commenciez concrètement à vous lancer. Et l'enjeu de cette plateforme, c'est aussi de pouvoir construire ce qu'on appelle un pitch deck, donc une présentation que un jour vous pourriez être amené à présenter à des investisseurs. L'idée, c'est de vous forcer à couvrir l'ensemble des éléments, utilisateurs, taille du marché, équipe, prototype, l'avantage concurrentiel que vous pouvez construire à travers votre réflexion. C'est intéressant, Marouane, ce que vous le disiez sur les profils qui sont peut-être plus ceux qu'on imagine, en tout cas dans celui qui crée aujourd'hui sa boîte ou qui crée sa start-up. Ça, vous l'aviez constaté, donc vous vous êtes dit, là, il y a un besoin. Il y a un besoin pour ces gens qui n'ont pas fait en effet des écoles de commerce, qui sont peut-être encore étudiants ou qui ont déjà un boulot. Ça, vous l'aviez constaté? Oui, mais s'il faut toucher au concret, alors vous êtes étudiante en Master 2, par exemple, entrepreneuriat, vous avez des cours très intéressants, mais vous n'êtes pas encore connecté avec l'écosystème ou avec des entrepreneurs qui peuvent être autour de vous. Et pareil, là, quand on voit le profil à Station F, l'âge moyen est entre 31 et 32 ans. Donc pas mal de personnes étaient en poste avant et ont peut-être eu une difficulté à se lancer. Et puis encore pire, si vous n'avez aucun réseau, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes exclu du système éducatif ou de grande école, par exemple, il faut qu'on puisse vous offrir ce réseau-là. Et c'est tout l'enjeu d'attirer aussi d'autres profils. Il y a des profils qui ont tout le talent pour être entrepreneurs, mais qui n'ont pas accès aux bons outils. Et c'est vraiment l'une des ambitions de Launch derrière. On n'a pas parlé des secteurs, mais en fait, tout est possible. Quel type de start-up vous accompagnez ? Là, c'est vraiment des personnes. Oui. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils arrivent à vraiment un prototype et à se lancer et avoir ce réseau-là. Donc, effectivement, donc on peut être tout type de secteur. Tout type de secteur. Tout type de secteur, ouais. Est-ce que vous avez quelques exemples de pépites ou de jeunes talents là, que vous avez observés? On commence à regarder parce que là, la plateforme est toute récente. On a depuis 2 semaines des milliers de personnes qui sont déjà connectées en train de prendre des cours. Mais on voit certains profils. Il y a des hauts dirigeants, par exemple, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui se connectent. Et c'est vraiment l'enjeu de mélanger des profils assez différents. Merci beaucoup Marouane d'être venu nous parler de ce nouveau programme de la Station F. Marouane El-Fitech, je le rappelle, vous êtes responsable des programmes start-up de la Station F. On vous retrouve bien sûr très vite dans Smart Tech. Tout de suite, c'est Et demain avec Cécilia Sévry. Et demain avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, vous nous présentez un robot qui vole et qui marche. Il fait les deux. Oui, il fait les deux, mi-marcheur, mi-volant. C'est une technologie inspirée du mode de déplacement des oiseaux, vous savez, qui alternent entre sautiller gaiement sur le sol et puis volter un petit peu dans les airs. C'est une technologie qui nous vient de Caltech. Il s'appelle Leonardo pour Leg on Board, ce qui veut dire littéralement des jambes sur un drone.
Ok, d'accord. Donc, à quoi ça ressemble alors exactement? Alors vous allez le voir, hein, c'est un petit peu un robot humanoïde. Il y a une tête d'abord avec un casque pour protéger en fait les circuits électriques qui sont cachés à l'intérieur. Mais il est petit, hein, je dis humanoïde, mais en fait il fait 75 cm pour 2,5 kg. Et puis il y a un torse qui comprend un système de propulsion à hélice qui est disposé au niveau de ce qu'on pourrait appeler ses épaules. Précisément, il y a 4 hélices qui vont servir à soulever et stabiliser ce robot. Et puis là, on en arrive aux jambes. Vous le voyez, hein, ce sont des longues jambes avec des petits pieds pointus. Elles lui permettent de marcher à une vitesse quand même assez conséquente de 20 cm par seconde. Et elles sont composées de 3 articulations motorisées. Ces jambes, elles ont été faites en fibre de carbone pour être légères et résistantes et imprimées en 3D. Cécilia, à quoi sert alors cette double compétence de voler, de marcher? À quoi ça sert? Il y a plusieurs avantages à cette technologie assez originale, assez impressionnante à regarder, il faut bien le dire. D'abord, avoir des capacités motrices et terrestres et aériennes, ça permet de maintenir son équilibre parce que les hélices vont assurer au robot de rester droit quand il est debout. Ça va déplacer son centre de gravité et donc il va pouvoir se déplacer avec un véritable équilibre comme un homme quasiment pourrait le faire et ça lui permet de faire des choses assez extraordinaires. À l'image des oiseaux qui se baladent sur les câbles électriques, lui il va pouvoir faire le funambule comme ça sur un câble qui va être tendu devant lui. Et puis il peut aussi faire du skateboard. Voilà, donc ça c'est quand même... Pourquoi pas Pourquoi pas, après tout. Il en fait mieux que moi déjà, ça c'est sûr, parce qu'il a un meilleur équilibre grâce à ses hélices. Et puis il y a un autre intérêt qui est plus tactique, hein, il faut le dire. Ce robot il peut aller partout, il peut à la fois affronter des terrains encombrés, donc avec des obstacles verticaux, il n'aura qu'à activer ses hélices pour remonter et puis pour dépasser cet obstacle. Donc il y a un véritable intérêt aussi par rapport aux robots qui sont que sur le sol et par rapport aux robots qui ne sont que drones. Parce que là, il va dépenser moins d'énergie qu'un drone qui est obligé de rester en l'air toute la durée de la mission. Donc on le comprend, l'application pour un drone pareil, a priori, c'est plutôt destiné au secteur militaire. Hein. On peut se figurer assez bien les robots chiens de Boston Dynamics qu'on connaît bien parce qu'on en voit des vidéos assez bien mises en scène. Mais là, c'est la même idée, c'est d'aller sur le secteur militaire, de proposer des robots capables d'aller sur tous les terrains encombrés. Cela apporterait une compétence que n'ont pas les robots, par exemple, de Boston Dynamics, c'est cette pluridisciplinarité. Ça permettrait d'aller sur encore plus de terrains encombrés, encore plus de terrains difficiles d'accès et donc d'aller plus loin dans l'accompagnement de la technologie avec les forces armées. Donc maintenant, la prochaine étape pour Caltech, c'est de travailler encore sur le système d'atterrissage et de propulsion, de donner encore un peu plus de force pour qu'ensuite il puisse aller plus haut grâce à ses jambes, peut-être l'aider à pousser le décollage, pour qu'il puisse aller plus haut, peut-être même plus haut à force qu'un oiseau le ferait. Donc on est encore au stade du prototype là? On est encore évidemment au stade du prototype, mais il est quand même extrêmement bien avancé, donc je pense que ça va aller très vite. Merci beaucoup Cécilia de nous avoir présenté ce robot qui vole et qui marche, qui en effet est assez impressionnant. Merci beaucoup, on vous retrouve évidemment demain dans Smart Tech. C'est déjà la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. Demain vous retrouverez bien sûr Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Merci à Juliette Denoyel de m'avoir aidé à préparer cette émission. J'ai été ravie de la présenter. Je vous souhaite une très très bonne journée sur Bismart et puis je vous dis à très vite. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.